Alors le pays mandingue, il est là. Hein. Un peu de Mali, Sénégal, Guinée, Guinée-Bissau, qu'est-ce que je dis encore? Bon, voilà. C'est toute l'Afrique de l'Ouest. Au pays mandingue, on racontait que Kassagina Gananina était le plus fort des plus forts. D'un seul coup de tournoiement de sa masse de fer au-dessus de sa tête, il pouvait tuer 20 antilopes. D'un seul éclat en colère de ses yeux, il pouvait faire tomber toutes les flèches ennemies. Et enfin, d'un seul soupir de sa bouche, il pouvait rendre amoureuses toutes les jeunes filles qui étaient autour de lui. C'était le héros le plus populaire, le plus aimé, le plus parlé du pays mandingue. Un jour, lorsqu'il revenait d'une journée de chasse, il avait organisé une grande fête. Et au cours de cette grande fête, un voyageur passa par là. Comme c'était la coutume, on l'a invité, on l'a fait boire, on lui a fait manger une mangue et on l'a invité à raconter ses voyages. Le voyageur a raconté beaucoup de voyages et il a raconté à un moment donné l'histoire de l'oiseau Konoba. C'était un oiseau extraordinaire. Il pouvait se faire gigantesque et obscurcir le ciel. Et il pouvait se faire aussi petit qu'un petit point de femme. Mais un petit point petit, mais qui d'un seul coup pouvait enterrer un baobab. Il pouvait se faire excessivement beau et attirant, et au contraire laid et repoussant. Enfin, il était invincible, car il se nourrissait de la colère de ceux qu'il combattait et de leur force. C'était une belle fête, ils avaient bien mangé, bien bu, et un petit peu en plaisantant, les amis de Gananina lui ont dit comme ça, ben voilà, c'est lui que tu devras aller combattre. Gananina n'a pas répondu. Il s'est levé, il est parti dans sa case, il a pris sa masse de fer et il est parti en direction qu'on lui avait indiquée, où vivait l'oiseau Konoba. Il a marché 7 jours et 7 nuits. Le 8e jour, il est arrivé dans un village presque désert où il y avait juste un vieillard. Quand il a demandé la route de l'oiseau Konoba au vieillard, le vieillard tremblait en lui répondant et est vite parti en sens inverse. Il lui a dit voilà, c'est par là, prends ce sentier, c'est dans cette direction. Gananina a pris le sentier, il est arrivé dans une clairière. Tout à coup, dans la clairière, le ciel s'est obscurci. Gananina a levé la tête et il a vu l'oiseau Konoba. L'oiseau Konoba immense, ses ailes étaient aussi grandes que la frondaison d'un arbre. Sa tête avait un bec rouge, crochu. Ses yeux étaient comme 2 lunes glaçantes et ses griffes étaient comme des sabres acérés. Et l'oiseau Konoba lui a dit « Allez, attise ta colère, que je m'en nourrisse. » Gananina avait sa masse de fer, il l'a fait tourner autour de sa tête, celle qui tuait 20 antilopes, vous vous en rappelez, et il a fracassé l'œil gauche de l'oiseau. Au 2e coup, il a fracassé l'œil droit. Alors l'oiseau Konoba s'est rapetissé. Il est devenu une boule. La boule est tombée sur la terre et la terre s'est crevassée. Gananina a pensé avoir été victorien. Il a poussé un cri de triomphe. Et là, il a aperçu, là où les ailes s'étaient évaporées de l'oiseau,
une petite plume qui volait encore. Alors il s'est approché, il a pris la petite plume, mais il n'a pas pu l'attraper. En fait, elle s'est posée sur sa nuque. Et là, il a senti un poids énorme, un poids qui l'a obligé à s'accroupir, un poids qui semblait vouloir l'enterrer en terre. Et il est resté comme ça, dans cette position. Il ne pouvait plus bouger. Il était prisonnier d'une plume. Au moment du crépuscule, une vieille femme est passée avec un enfant. Il l'appelait, il lui a dit « Vite, vite, repars à ton village, arrive avec tous les hommes de ton village pour m'enlever cette plume. » La vieille a dit « D'enlever une plume ?» Presque peut-être, elle commençait à se demander si cet homme avait toute sa tête. Tu aurais besoin de tous ces hommes. Alors elle s'est approchée délicatement de la plume. Elle a pris la plume et la plume s'est envolée. Elle a ramassé la boule par terre, vous savez, celle qui avait crevassé la terre. Elle l'a donnée à l'enfant pour jouer. Et elle a poursuivi son chemin. Gananina n'a pas pu se relever tout de suite. Il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Il est resté longtemps, longtemps, à penser, à ruminer, à se poser des questions. Puis au bout d'un moment, il s'est levé, il est parti, il est retourné à son village. Bien sûr, quand il est arrivé, il a fallu qu'il raconte tout son voyage, toute son épopée. Tout le monde est venu sous l'arbre à palabre. Tout le monde haletait en l'écoutant. Et quand il a raconté l'épisode de la plume, il y eut un très très grand silence. Et puis un vieillard s'est levé et il a dit « Pour qui ne connaît pas l'oiseau Konoba? Une plume, c'est une plume. » Alors j'avais prévu de terminer par une légende du Burkina Faso. Ah ben voilà, vienne chez nous. Et c'est une séance de conte africain, madame. Pardon? C'est une séance de conte africain. Oui, Et je puis, suis d'accord. Les contes n'ont pas de patrie, les voilà. contes voyagent partout. Voilà, Comme comment ils ont traversé les Voilà, siècles, voilà. ils traversent le monde, madame, Voilà. les contes. Et voilà, alors ça se racontait avec un auditoire de quel âge? Parce que nous, Vous avez entendu ce que j'ai dit sur Amano en Batéba? Oui. Tous les niveaux Tous se les retrouvent niveaux. dans le conte. Ah, Donc d'accord. dans un même conte, Ah. tous les âges, C'est tous ça. les gens cultivés ou pas cultivés peuvent se retrouver. Chacun y trouve Chacun trouvait son compte. Voilà, son compte à eux. Voilà, d'accord. Cela se passait au Burkina Faso. Le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, tel que l'a dénommé le grand Thomas Sankara, qui voulait faire de son pays un pays autosuffisant, qui voulait que dans chaque village, il y eût un barrage, un dispensaire, une école. Le Burkina Faso remplaça la Haute-Volta, qui était une colonie française de l'Afrique de l'Ouest. Donc la légende se passe avant le Burkina Faso, avant la Haute-Volta, dans un pays qui était composé de tribus qui combattaient entre elles pour avoir le pouvoir. Il y eut un roi qui avait déjà combattu et soumis toutes les tribus, sauf celle des Nyong-Nyongse, qu'on appelait les enfants des tempêtes. Il en était fort dépité. Alors, il appela le Widinaba, le chef de la cavalerie, et il lui dit « Va avec ta cavalerie courageuse, combattre avec tes cavaliers coléreux
tes cavaliers combatifs, tes cavaliers conquérants, va combattre et soumettre la tribu des non-noncés. Le Widi Naba combattit 12 fois 30 jours et revint vaincu et dépouillé avec un seul cavalier. Le roi en fut profondément humilié. Alors il appela le Tamsoba Naba, le chef de l'infanterie royale, et il lui dit, va avec ton infanterie invaincue, va avec tes fantassins intrépides, tes fantassins intolérables, tes fantassins impitoyables. Va soumettre et combattre la tribu des non-noncés. Et le Tamsoba revint, vaincu et dépouillé, avec un seul fantassin. Le roi en fut mortifié. Cela signait sa défaite. Cela signait l'insoumission intolérable et imperténable de la tribu des non-noncés. Le roi avait une fille, la princesse Yénéga. Elle alla trouver son père, elle lui dit, « Je veux un cheval mâle, puissant comme une pluie de feu, rapide comme une rafale de vent, somptueux comme le soleil. » Le roi lui répondit, « Une fille est seulement faite pour être bien faite, et faire des repas et faire des enfants. Une fille n'est pas faite pour avoir un cheval et faire la guerre. » Alors, elle alla trouver sa mère. Elle lui dit, « Je veux un cheval puissant, comme une pluie de feu, rapide, comme une rafale de vent, et somptueux comme un soleil. » Sa mère lui répondit, « Une fille est seulement faite pour être bien faite, et s'occuper de la maison et donner de l'amour. Elle n'est pas faite pour faire du cheval et faire des conquêtes. » Alors elle alla trouver le palefrenier. « Je veux un cheval mâle, puissant comme une pluie de feu, rapide comme une rafale de vent, et somptueux comme le soleil. » Le palefrenier lui dit, « Veux-tu ce cheval? Il est lumineux comme un soleil au lever. Il est majestueux comme un soleil à midi. Il est captivant comme un soleil au coucher de soleil. » « Non, dit la princesse, je veux un cheval dont la hauteur se rapporte à la grandeur, dont la grandeur se rapporte à la largeur, dont la largeur se rapporte à la hauteur. » « Veux-tu ce cheval? Dit le palefrenier. Il est haut comme une girafe, grand comme un éléphant, large comme une baleine. » « Non, dit la princesse, je veux un cheval dont la prestance est égale à la puissance, dont la puissance est égale à l'élégance, dont l'élégance est égale à l'aisance. » « Veux-tu ce cheval? Dit le palefrenier. Il a de la stature, il a de l'encolure, il a de l'allure. »« Oui, je veux ce cheval, dit la princesse. Le palefrenier ajouta, « C'est un cheval qui barille, qui bondit, qui rugit. »« Oui, dit la princesse. C'est un cheval qui a 3 clés. Une clé pour ouvrir, une clé pour fermer, une clé pour guérir ou infliger un mal. Ces clés ne sont ni en or, ni en argent, ni en bronze. Ce sont des codes, ce sont des mots, ce sont des paroles de langage. Les paroles de langage sont pur cheval mâle, fils de termite et de termitière, cœur sage et cœur d'orage. Les clés pour ouvrir sont
va, arrête, guéris, frappe. La princesse enfourcha le cheval et dit, va, pur cheval mâle, fils de termite et de termitière, cœur sage et cœur d'orage. Et le cheval galopa longtemps. La princesse le fit arrêter dans la cour d'un notable. Arrête, pur cheval mâle, fils de termite et termitière, cœur sage et cœur d'orage. Lorsqu'ils furent arrêtés, 3 jeunes gens vinrent sur la droite de la princesse Yenenga. 3 jeunes gens vinrent sur sa gauche. Les 3 jeunes gens dirent, nous sommes tous, les 3, des rescapés du Widinaba, un cavalier coléreux, un cavalier combatif, un cavalier conquérant. Les autres dirent, nous sommes tous des rescapés du Tamsanoba, un fantassin intrépide, un fantassin indomptable, un fantassin impitoyable. Mais ils étaient tous blessés, infirmes. La princesse dit, guéris, pur cheval, fils de termite et de termitière, cœur sage et cœur d'orage. Le cheval barrit, bondit, rugit, fit le tour autour des 6 jeunes gens. Au 3e tour, ils étaient tous guéris. La princesse dit, quel est ce village? Et là-bas. Et les 6 hommes dirent, c'est le village de tous ceux qui ont été éclopés, blessés, invalides des armées royales. La princesse s'y fit conduire. Effectivement, tout le village était fait de gens infirmes et mutilés. Elle fit agir le cheval, qui fit les 3 tours, et après les 3 tours, tous furent guéris. Quand tous furent guéris, ils dirent, princesse, nous sommes maintenant ton armée, nous t'accompagnons pour combattre la tribu des Nyonyoncé. Mais le roi Nyonyoncé était en train d'envoyer une cavalerie de 10 fois 1000 cavaliers, une infanterie de 10 fois 1000 fantassins. La princesse vit la supériorité en nombre des Nyonyoncé et se dit, cela va être un carnage pour mon armée. Alors elle dit, en direction des armées Nyonyoncé, frappe, frappe. Et le cheval fit plusieurs tours autour de l'armée Nyonyoncé qui arrivait, et au bout du 3e tour, tous les fantassins, tous les cavaliers Nyonyoncé étaient invalides. Alors le chef Nyonyoncé s'avança vers la princesse Yenenga et lui dit, je t'offre le tribut d'une année de ma tribu. Je t'offre ma couronne de chef. Mais s'il te plaît, guéris tous ces infirmes. Alors la princesse, prise de compassion, même pour une troupe ennemie, dit, guéris, pur cheval, fils de termite et termitière, cœur sage et cœur d'orage. Le cheval barrit, bondit, rugit, tourna autour des 2 armées ennemies, et au 3e tour, ils avaient tous retrouvé leur intégrité physique. La princesse rentra victorieuse avec l'infanterie et la cavalerie royale, remit au roi le tribut d'une année de tribu des Nyonyoncé, remit la couronne de chef des Nyonyoncé, et bien sûr, le roi en fut
extrêmement touché, extrêmement fier. Et il dit à sa fille, c'est vrai, une fille n'est pas seulement faite pour être belle, pour faire la cuisine et faire des enfants. Elle est aussi faite pour faire des chevals et faire la guerre. Et la mère dit, c'est vrai, une fille n'est pas seulement faite pour être belle et s'occuper de la maison et faire des enfants, elle est aussi faite pour faire du cheval et faire des conquêtes. Et on raconte que depuis, la princesse Yenenga conduisit toujours avec succès les guerres en faveur de son pays. Et on raconte qu'un jour, le bel étalon de la princesse, un bel étalon blanc, s'emballa, s'enfonça dans une forêt et s'arrêta devant le campement d'un chasseur d'éléphants. La princesse descendit. On raconte que la princesse devint la femme du chasseur d'éléphants. On raconte aussi qu'ils ont eu un fils et qu'ils ont appelé ce fils Ouedraogo. Un Ouedraogo qui en aussi veut dire étalon, en hommage à l'étalon qui les avait fait se rencontrer. Et on raconte aussi que Ouedraogo en eut toutes les qualités et su gouverner le pays des Russes. Bravo. Voilà. C'est l'imaginaire de ces histoires qui me plaisent, parce que j'ai l'impression à l'époque, quand ça s'est créé, ces histoires-là, comment... Alors, je ne vous ai pas dit, excusez-moi, oui. Je ne vous ai pas dit, je vous ai dit que c'était une légende, mais je ne vous ai pas dit qu'une légende, ce n'était pas un conte. C'est-à-dire, une légende, c'est un conte qu'on fait sur un événement qu'on grossit. Par exemple, Roland de Roncevaux. On sait très bien maintenant que le Roland de Roncevaux n'était pas celui qui a soufflé, comme on dit, dans son corps, etc. Donc il y a un point de départ qui est un point de vérité. Et celui qui a... c'est Caboret qui a écrit cette légende, a écrit aussi toute la chronologie de l'histoire du Burkina et du Rossi. Effectivement, la princesse Yenenga a existé, sans doute on pense vers le XIe siècle. On hésite, mais dans cette période-là. Donc, elle a existé. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'en sont emparés pour faire une légende. Ce qui est intéressant, c'est quand même une légende, entre parenthèses, qui défend beaucoup la femme, qui donne une place à la femme. Hein. Donc, quand on pense aux contes africains, regardons quand même toute leur richesse philosophique et tout ce à quoi ils ont pensé. C'est ça qui m'a intéressé là-dedans. Et cette légende, elle est très vivante. Alors, comme toute légende et comme tout conte, elle a plusieurs variations, elle a plusieurs variantes. Ah voilà, c'est ça. Alors là, c'est une variante qui est plutôt du côté des Mossi. Donc, mais il y a plusieurs variantes. Il y a plusieurs variantes. Et elle est toujours, l'étalon est toujours dans les armoiries du Parlement du Burkina Faso. Des athlètes au Burkina Faso s'appellent les étalons. Au Festival international de cinéma du Burkina Faso, la récompense, c'est un Ouedraogo, c'est un étalon. Il y a eu un court-métrage sur la princesse Yenenga, et il y a eu aussi, je crois, une pièce de théâtre sur la princesse Yenenga. Vous recherchez, vous trouverez toutes les références. Alors, ce sont des écrits qui sont restés quand même. Ce n'est pas des écrits qui sont restés, ce sont des écrits qui ont été écrits sur une tradition orale. Les contes, c'est la tradition orale. Alors, moi je vous dis, je me risque toujours à la métaphore du métier à tisser. Le conte, c'est comme la chaîne, et le conteur, les conteurs, ils tissent, voilà. Donc ils tissent et ils comptent toujours pareil, toujours différent.
Le conte est toujours le même, il est toujours raconté différemment, même par une même personne. Voilà. Selon madame ou Voilà. selon si je raconte à d'autres personnes. D'accord, c'est ce que je voulais savoir, voilà. comment Voilà. ça se véhiculait. Donc c'est la tradition orale qui à un moment donné a été écrite et qui me permet à moi de les reprendre en tradition orale et pas en tradition écrite. Mais pour moi les conter, je me les réécris. Ah bon, ça c'est bien. Ah ben je me le réécris, sinon je ne vais pas vous lire un texte. Non.